Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur la réforme professionnelle qui va être animé avec Jean-René Lemeur, qui est responsable du pôle social au niveau de la FNOGEC et que vous connaissez tous. En ce qui me concerne, je suis chef d'établissement, vice-présidente du SNEL et présidente de la CPN pour la branche enseignement en privé. Bonjour à chacun d'entre vous. D'un point de vue pratique, ce webinaire va durer environ 45 minutes, 30 minutes d'exposé et 15 minutes de questions. Vous connaissez cette méthode de travail. L'ensemble des questions ne pourra sans doute pas être traitées. Donc, comme à notre habitude, nous vous proposerons un condensé des questions-réponses dans un document qui vous sera adressé postérieurement à ce webinaire. Juste pour rappel que ces webinaires sont enregistrés et seront disponibles sur l'ensemble des sites du Collège employeur. Donc n'hésitez pas à partager entre collègues cette vidéo. Et écoutez, on va lancer le webinaire sur la réforme de la formation professionnelle. Alors avant de commencer, je pense qu'il est essentiel de faire quelques petits rappels. Nous allons en faire 3. On va parler d'OPCA et d'OPCO et le rôle d'Opcalia pour 2019. Donc, comme vous le savez, jusqu'au 1er avril 2019, nous avions un OPCA qui était Opcalia. Depuis le 1er avril, nous sommes passés vers un OPCO. Sans aller plus loin, il faut se dire que l'année 2019 est une année de transition. Donc, comme c'est une année de transition, on va encore travailler avec ce que l'on appelle Opcalia, puisque notamment, c'est eux qui ont collecté les fonds cette année et qui vont continuer à les répartir. Le deuxième petit rappel, c'est que tout ce qui tourne autour de la formation professionnelle, c'est la loi du 5 septembre 2018. Il s'agit de financer les formations par alternance aussi, mais aussi de permettre aux personnes les plus éloignées de l'emploi de pouvoir se former. Et c'est vraiment les deux objectifs essentiels de cette loi qui sont très importants. Et enfin, la collecte que vous avez connue, mais les collectes à venir surtout, ce sont des collectes avec un fléchage des fonds sur des budgets spécifiques, c'est-à-dire que l'on ne peut plus mutualiser l'intégralité des fonds et ils vont bien dans des enveloppes qui restent des enveloppes spécifiques et qui sont redéployées en fonction des besoins qui correspondent vraiment au fléchage. Oui, pour rebondir sur ces deux propos liminaires, on entend lorsque Michel, avec le SNEL, a fait un tour de France et nous aussi, au niveau de la FNOGEC, on intervient en région où les questions qui nous sont posées traditionnellement par mail ou par téléphone, on entend dire qu'effectivement, les budgets sont limités, nos budgets sont limités, etc. Alors, c'est le cœur même de la réforme qui a été préfigurée par la réforme précédente, celle de 2014. Il n'y a plus de budget établissement. Tout est mutualisé au premier euro dans l'OPCA ou dans l'OPCO, on va voir avec les méthodes de fléchage. Et cette mutualisation, ces fonds-là sont fléchés sur des budgets spécifiques en fonction d'une politique, d'un cap déterminé par le gouvernement suite à la loi. Vraiment, c'est essentiel de bien saisir cet élément-là. Le constat du gouvernement et donc du législateur était celui-ci. Les fonds de la formation professionnelle, pour faire simple, doivent être mieux utilisés. Et le mieux utilisé, c'est la recherche du plein emploi et lutter contre le chômage. Deux axes, comme il a été dit tout à l'heure, pour lutter contre le chômage, l'alternance et lutter contre pour l'emploi des personnes les plus éloignées de celui-ci. Donc le constat du gouvernement, et celui-ci est synthétisé très rapidement sur le schéma, plus on est en zone de compétence ou plus on a un niveau de qualification élevé, plus on est éloigné du chômage. Et donc c'est ça que vraiment est sous-tendu par cette loi du 5 septembre 2018, tout sur le retour à l'emploi ou tout sur le développement de l'emploi. Donc, la collecte qu'on avait ou qu'on estimait depuis 1973 comme étant notre propriété, c'est une hérésie de dire cela. Parce que cette collecte-là a une nature parafiscale et donc ne nous appartient pas. Et elle appartient
à l'État qui en fait ce qu'il veut. C'est un peu caricatural et un peu direct comme propos, mais il faut bien le saisir. On n'a pas de budget en tant qu'employeur nous permettant de faire ce qu'on veut. C'est là encore, pardonnez-moi le raccourci, mais il faut bien l'intégrer. Donc, ce qui veut dire que demain, on n'a plus la possibilité telle qu'on l'avait dans le passé, il y a 10 ans, 15 ans et 20 ans, de faire ce qu'on veut dans l'utilisation des fonds. Donc, tout est fléché au profit de l'alternance, du CPF, compte personnel formation, et sur des actions spécifiques, notamment la professionnalisation, qui ne concerne aujourd'hui, notamment dans le dispositif Pro A, qu'aux salariés ayant un bac +2 maximum. D'où vraiment là des difficultés, on va le voir, des difficultés de budget ou de liberté dans l'utilisation de ce budget. Très technique cette diapo et on s'en excuse, mais vous aurez l'occasion de la revoir et de comprendre ce qu'on essaie de décoder pour vous. Les établissements, on voit les établissements de moins de 11 et la différence entre la cotisation et la collecte sur 2018 et celle de 2019. Vous voyez qu'en 2018, on avait une collecte à 0,55% de la masse salariale, 1% pour les plus de 11. Sur le 0,55 des moins de 11, vous voyez qu'il y avait 0,4% de cette masse salariale qui était fléchée vers le plan de formation. 0,4%. Désormais, le plan de développement des compétences, qui prend le relais du plan de formation, est fléché 0,1%. Vous voyez qu'il y a une différence nette. On divise par 3 le montant et le budget disponible pour les 4500 ou 5000 établissements de moins de 11 dans la branche. Autre point d'éclairage dans ce tableau, le CPF, compte personnel de formation. En 2018, les établissements de moins de 11 ne cotisaient pas sur le CPF, bénéficiaient d'une mutualisation des gros vers les petits. Là, il y a toujours ce système de mutualisation, mais la mutualisation est financée en partie par les moins de 11. Donc, on a fléché une partie des fonds du plan vers le CPF. Donc, ça illustre notre propos, c'est-à-dire qu'on a une liberté très limitée dans l'utilisation des fonds, ce qui a un impact important dans les budgets disponibles. Alors aujourd'hui, grand changement aussi au niveau de la collecte, puisqu'on va avoir un collecteur unique qui va être l'URSSAF. Alors pour cette année, vous avez encore tous participé à la collecte Opcalia, mais sauf changement de texte, parce que les textes ne sont pas encore tous sortis, pour l'instant, ça sera donc l'URSSAF, même si la prochaine collecte qui est prévue est au 15 septembre prochain. Ça sera sur les 75% de la masse salariale de l'année 2019. Là, j'insiste bien, attention, il y aura une collecte le 15 septembre, on n'a pas l'habitude. Et d'autant plus que cette année, les textes ne sont encore non sortis. On ne sait pas encore qui va faire cette collecte. L'URSSAF, collecteur unique, qui va donc ensuite donner le tout ou le grand tout à France Compétences, qui va être le répartiteur entre les différents opérateurs. Donc, les différents opérateurs que l'on va retrouver, essentiellement les OPCO, puisque les OPCO auront à financer l'alternance, tout ce qui est conventionnel, mais aussi France Compétences reversera aux régions, aux caisses des dépôts, à l'État pour tout ce qui concerne les demandeurs d'emploi, au CEP pour le conseil en évolution professionnelle pour les actifs, au CEPIR pour le CPF de transition. Donc, un nombre important d'organismes et la répartition, pour l'instant, on ne connaît pas encore tous les éléments qui vont permettre la répartition, mais ce dont on est sûr, c'est que la grosse partie de la masse financière ira vers les OPCO pour le financement de la taxe d'apprentissage, pour le financement de l'apprentissage. Oui, ça c'est un élément, là encore, très central, hein, mais qui explique les grands principes qu'on a dégagés tout à l'heure. Là, c'est France Compétences qui déterminera les grands axes de financement. Donc, on peut imaginer que les 6 lignes de budget que vous voyez à la diapo qui vous est présentée, on a des fourchettes qui nous ont été délivrées par France Compétences qui varient
d'une année sur l'autre, ou en tout cas une fourchette qui varie du simple au double selon la politique et la stratégie du gouvernement qui reprend la main, nous dit-on, sur le financement de la formation professionnelle. Et on peut imaginer que les fonds qui étaient ceux destinés au financement des TPE-PME seront réduits, hein, ce qui permettait d'avoir un budget de 3 000 euros les années passées, sera réduit au profit de l'alternance et au profit de la formation des chômeurs ou des personnes éloignées de l'emploi. Juste une petite précision, Michel, sur la collecte et la double collecte de cette année. Il s'agit uniquement de la collecte sur les plus de 11. Hein, les moins de 11 n'auront pas une double collecte pour 2019. Oui, et puis ça sera vraiment complètement opérationnel au niveau des collectes à partir de 2021, puisqu'il y a une période de transition avec d'abord des années avec des doubles collectes. Alors j'entends année civile et non année scolaire, parce que nous on travaille beaucoup en année scolaire. Et donc, avant que tout soit mis complètement en place, ça va aller jusque l'année 2021. Voilà. Alors, on va aussi parler des enjeux de la réforme pour les établissements de plus de 50 salariés. Plus de financement sur le plan de développement des compétences. Hein. Je m'excuse auprès de mes collègues, mais c'est la loi. Beaucoup sont toujours en train de dire il n'y a plus d'argent, on ne nous donne plus rien. Effectivement, on participe à la collecte, on finance, mais on ne perçoit plus rien pour le plan de développement de compétences. Je pense que dans nos établissements de plus de 50 salariés, il faut essayer de miser sur l'alternance. Hein. Je sais que c'est compliqué. Peut-être des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation. Ça permet aussi de former certains jeunes. On peut aussi miser sur le CPF, articulation du plan de développement des compétences avec le CPF. CPF, c'est un outil qui a été beaucoup utilisé dans nos établissements depuis 2 ans, peut-être 3 même. Même si c'est un petit peu moins avantageux maintenant, on en reparlera un petit peu plus tard, il y a des choses à faire sur tout ce qui est utilisation du CPF. Pour tous les établissements de moins de 50 salariés, il y a toujours un financement possible avec le plan de développement de compétences, qui est nettement moindre, mais qui existe quand même. Mais la réforme limite aussi la mutualisation interbranche, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on était chez Opcalia, on était dans un OPCA où il y avait 27 branches. Sur ces 27 branches, certaines n'utilisaient pas du tout leurs fonds et ont profité pleinement de la mutualisation qui était très importante. Et c'est vrai que ça nous a permis de financer grand nombre de formations dans notre branche. Or, cette mutualisation interbranche ne sera plus possible, où tous ceux qui avaient l'habitude de payer un peu pour nous sont partis vers un autre OPCO. Et donc, on ne va plus avoir, les largesses que l'on avait. Et la difficulté sera aussi sans doute pour les moins de 11, puisque on n'est pas certain, dans l'état actuel des choses, de pouvoir maintenir les 3 000 euros qui leur sont alloués jusqu'à présent de façon pérenne. Donc, je pense que ça, c'est extrêmement important. Juste pour illustrer le propos, hein, jusqu'à présent, le modèle économique d'Opcalia et du département enseignement privé était effectivement de bénéficier des fonds mutualisés de branches qui n'utilisaient pas le plan légal. Hein. Il s'agissait de grosses entreprises, on ne va pas citer les secteurs, mais de grosses entreprises qui voyaient cela plutôt comme une taxe de solidarité ou une taxe de plus et gérer leur budget formation en interne à hauteur de 3-4% de la masse salariale et laisser le 1% un peu en déshérence. 2 chiffres. La collecte enseignement privé entre 10 et 11 millions d'euros en grosse fourchette. Et l'année passée, nous avons dépensé collectivement près de 20 millions d'euros. Donc effectivement, ce modèle économique qui a été préservé ces 2-3 dernières années, notamment grâce à notre action alors là, paritaire, d'aller chercher de l'argent là où il y en avait, de bénéficier de réserves d'autres branches, eh bien les réserves s'amenuisent petit à petit et effectivement l'année prochaine, et cette année déjà on commence à le matérialiser, l'année prochaine il va falloir inventer autre chose, mais on aura l'occasion d'en reparler tout au long de ce webinaire. C'est déjà très vrai cette année, puisque nombre de collègues nous disent ne plus avoir du tout d'argent pour financer certaines formations. Et c'est vrai que dès le 30 mars, on était déjà bien à sec dans une partie des établissements. Oui, alors bonne nouvelle malgré tout, c'est-à-dire que le plan légal, effectivement, qui a été réduit de
3 fois par rapport à ce qu'on a connu il y a ne serait-ce que 3-4 ans. Donc vous avez un budget de 3 fois moindre à gérer. Alors on a bénéficié de réserves, on a maintenu le bateau à flot. Cette année, le plan légal, je répète, c'est important ce que tu viens de dire, avant l'arrivée du printemps, il n'y avait plus de budget. Au 30 mars, précisément, pour les établissements, les 1149, il restait 80 € possibles en financement. Je pense qu'il faut que tout le monde ait ces chiffres-là en tête. Il y a plus forcément les fonds. La collecte fait qu'il n'y a plus nécessairement les fonds pour pouvoir financer ce qui était habituellement financé. Alors cette année, on a réinjecté une partie des réserves accumulées des années passées pour réouvrir les dossiers. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Une partie des dossiers qui restaient dans l'incertitude de prise en charge sont réouverts grâce à l'injection d'une somme conséquente au regard des besoins. On devrait maintenir à flot tout au long de l'année les demandes de prise en charge. C'est l'année prochaine où là, les choses vont se matérialiser concrètement. Et donc, il va falloir que nous inventions quelque chose d'autre et on a quelques solutions à vous présenter. Alors, pour continuer avec les enjeux de la réforme, on va aussi parler du CPF qui est monétarisé. Alors, vous avez largement bénéficié du CPF les 2 dernières années puisqu'il était financé à hauteur de 40 € de l'heure par Opcalia, sans limite. Donc, ça va réellement poser problème maintenant puisque dans notre branche, avec les formations dédiées qui pouvaient être financées par le CPF, les formations de la branche, c'est clair que là, ça va être un petit peu plus compliqué puisque depuis le 1er janvier, il est alimenté en euros et non plus en heures. On ne bénéficie plus de la mutualisation et d'une prise en charge importante des autres branches qui étaient dans le même OPCA que nous. Et le montant est limité à 15 € de l'heure avec un maximum de 500 € par année de travail ou 5 000 € de plafond. Donc là, il va y avoir réellement un écart par rapport au financement des formations que vous aviez l'habitude d'avoir toutes ces dernières années. Et c'est une question que la CPN se pose et on va devoir être créatif et inventer peut-être de nouvelles solutions pour pouvoir essayer d'aider les établissements à ces financements. Juste pour on avait communiqué quand même depuis 2-3 ans sur la nécessité de réfléchir à l'utilisation des budgets qui étaient conséquents depuis 2 ans. On avait à plusieurs reprises communiqué sur le fait que l'horizon 2020, dont on va parler tout à l'heure, et le bilan sexennal sur les entretiens professionnels, allait faire qu'il allait avoir un besoin formatif important et donc de décaisser les sommes que nous avions accumulées. Donc, n'hésitez pas à lire et relire les communiqués du collège employeur pour utiliser les fonds dans de bonnes conditions. On va peut-être parler des solutions opérationnelles, actions collectives et actions en réseau. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques solutions qui ont été mises en place par notre branche, notamment les actions collectives. Alors, vous les connaissez puisque vous en êtes très utilisateurs, plus de 5000 départs en formation l'année dernière, donc c'est important. Cette année, notre catalogue pour la branche s'est encore étoffé, 27 thématiques spécifiques. Alors, le nombre augmente chaque année, puisque de mémoire, il y a 4 ans ou 5 ans, on était à 4 ou 5 thématiques seulement. On est très preneur de vos idées, puisque à partir du moment où on a des propositions ou si vous nous faites remonter des thèmes que vous aimeriez voir mettre dans un catalogue d'actions collectives, eh ben, on le fera parce que ce sont des actions qui, au niveau des coûts, sont intégralement prises en charge pour les établissements de moins de 49 et les établissements de plus de 50 bénéficient de tarifs négociés, c'est-à-dire que quand c'est 150 € la journée pour une action collective, eh ben, les établissements de plus de 49 effectivement vont payer, mais ne paieront que 150 € le coût de la formation. Alors, il y a 2 types d'actions collectives quand même. Il y a celles qui sont les 27 qui sont référencées dans le catalogue de la branche.
pour l'instant, qui est encore chez Opcalia. Et puis, le catalogue Opcalia, qui va disparaître et va réapparaître sous le catalogue de notre OPCO-FIMO, qui concerne plus précisément tout ce qui est bureautique, SST, sécurité incendie, les habilitations électriques, la gestion des conflits, la communication. J'ai envie de dire des formations transversales pour un certain nombre d'entreprises. Voilà, il faut essayer de voir pour utiliser au maximum toutes ces actions collectives. Je pense que c'est important. Et je rappelle, 5000 départs en formation l'année dernière. Oui, le département, enfin les établissements de l'enseignement privé sont les plus gros consommateurs d'actions collectives dans le périmètre d'Opcalia. Juste pour remodir sur le propos, hein, on nous a posé beaucoup de questions pour les entreprises, pour les établissements de plus de 50 salariés. Effectivement, les actions collectives ne sont pas prises en charge aujourd'hui sur les établissements de plus de 50 parce que les actions collectives sont financées sur le plan de développement des compétences par un système de précompte un peu compliqué à expliquer dans le temps qui nous est imparti. Donc, il est impossible de bénéficier de prise en charge, hein, selon les dispositifs légaux, dans les établissements de plus de 50 sur cette ligne budgétaire-là. Alors, sans doute qu'il y a d'autres choses et d'autres éléments à réfléchir, et ça fera l'objet de la négociation qui aura lieu courant du septembre-octobre, à la fin de l'année, quand nous pourrons reprendre sereinement les négociations. En tout cas, pour les établissements de moins de 50, qui sont quand même la quasi-totalité de nos entreprises. Rappelons qu'il y a 200 établissements sur les 5600 structures juridiques qui appartiennent à la branche, qui ont moins de 50. Donc vraiment, notamment pour l'horizon 2020, mais miser sur les actions collectives, parce que là encore, on a encore quelques possibilités de financement. L'année prochaine, écoutez, nous le verrons. Vous l'avez compris, on vit des moments de transition sans certitude, sans même d'information sur ce que sera l'avenir dans le cadre des financements. Donc, vraiment, s'il y a un seul message, c'est n'hésitez pas cette année à vous lancer ou en tout cas à guider les salariés sur le catalogue Actions collectives, enseignement privé, où il y a eu 5-6 actions qui ont été isolées au printemps, et sur l'action en région, où là, les besoins en formation transversale sont quand même en règle générale bien pris en compte. Alors ensuite, deuxième solution, ce sont les actions en réseau. Donc là, il s'agit d'une prise en charge de l'ingénierie de formation et des coûts pédagogiques par l'utilisation de capital compétences. Capital compétences, c'est le versement conventionnel des établissements, les 0,1% que chaque établissement est invité à payer. En même temps que la collecte au niveau de la formation, même si on ne sait pas encore comment ça se fera la prochaine collecte pour Capital Compétences. C'est un programme sur mesure pour les demandeurs. Alors, comment il faut faire? Tout simplement se mettre en réseau, 2, 3, 4 établissements. Demander à un organisme de formation de vous faire la maquette de la formation que vous souhaitez, donc en fonction vraiment de vos besoins, en fonction du projet que vous pouvez avoir. Et à partir de là, la CPN, quand elle se réunit, effectivement, validera votre projet avec une prise en charge sur toute l'ingénierie. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est bien le pilote de l'organisme de formation qui va se charger de toutes les tâches administratives. Mais on est bien d'accord, il s'agit bien des établissements qui font la demande. Et là, attention, ce sont que les personnels OGEC ou que des personnels qui sont rémunérés par l'OGEC qui bénéficient de ces actions en réseau. Donc pour les actions en réseau, alors il y a une multitude d'actions qui ont été prises en charge ces 2-3 dernières années. On pense aux formations du personnel d'accueil. Il y a eu des actions pour l'accueil des personnes handicapées dans les établissements, les nouveaux comportements scolaires. Donc n'hésitez pas à déterminer votre besoin ou même à nous contacter, nous, via les délégués régionaux des organisations de chefs d'établissement, directement les personnes en charge de la formation professionnelle au SNEL, au SINADIC, au SINADEC et à l'UNETP,
directement à la FNOGEC ou aux UDOGEC et UROGEC. UDOGEC et UROGEC dans certaines régions qui sont très actifs sur la mobilisation de l'organisme de formation et des établissements. Je pense à Nice, je pense en Île-de-France, je pense en Bretagne et dans le Finistère et l'île-et-Vilaine, il y a eu des actions assez intéressantes. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous envoyer des informations, comme je vous le disais en introduction, sur des exemples qui peuvent prospérer. Là encore, on va pouvoir vous accompagner dans les mois à venir sur ces besoins-là. Et donc là, il y aura sans doute une problématique d'accès au catalogue, mais on va y revenir tout à l'heure avec la présentation d'Easy RH. Et puis, autre solution possible encore, capital compétences. Donc, c'est toujours lié à la contribution conventionnelle, les 0,1% de notre branche qui sont mutualisés. Donc là, de quoi s'agit-il? Il s'agit de permettre la poursuite du développement de la formation professionnelle et la mise en œuvre de la politique de la formation dans nos établissements. Alors, pour les salariés des établissements qui participent au financement de capital compétences, il est bien évident que les quelques établissements qui refusent de payer n'en bénéficieront pas et sont éligibles toutes les actions de formation qui visent une formation prioritaire de l'interbranche, par exemple les titres 1, le titre 2, donc chef d'établissement, coordinateur ou adjoint, mais aussi le CQP ou les CQP, EVS, CVS de notre branche, la démarche de VAE. Donc, dans tous ces domaines, la branche, on vous accompagne en participant financièrement à une prise en charge ou au paiement d'une partie de la formation des salariés de vos établissements. Sur peut-être les parcours personnalisés aussi. Vous l'avez pas. Oui, le volet action collective, action au réseau, sont des actions de formation plutôt de courte durée. Une journée, 2 jours ou 3 jours, sur un catalogue action collective qui est disponible. Alors là, parce que je vois une question qui a été posée, où peut-on se procurer le catalogue EEP? Il est disponible aujourd'hui sur Espace Formation. Donc vous tapez Espace Formation Opcalia. Vous aurez un moteur de recherche qui vous permettra de trouver les actions collectives, donc qui sont hors budget, actions collectives disponibles dans votre région. Si ce n'est pas disponible dans votre région, c'est là où il faut nous contacter. Les organisations de chefs d'établissement et la FNOGEC, les UDO, le collège employeur, enfin, vous aurez les coordonnées lors de la publication du PowerPoint. Donc, n'hésitez pas à être proactif, en fait, et acteur de faire vivre, ce que tu disais, Michel, faire vivre, en fait, l'offre de formation et pas être passif en attendant que l'organisme de formation vienne à vous. C'est peut-être à vous maintenant d'aller voir l'organisme de formation pour créer quelque chose de plus personnalisé. Alors, pour que ce soit plus personnalisé, c'est vrai. C'est un métier, hein, là. C'est vrai que c'est difficile des fois de travailler de communiquer comme ça, on n'a pas l'habitude, même si on se connaît bien. Donc, au niveau de la CPN, c'est vrai qu'on essaye d'être de plus en plus créatif et on réfléchit au travail qui va être fait avec le nouvel OPCO. Et on se réunit la semaine prochaine avec eux, donc on va voir un petit peu comment on va avancer. Mais déjà, il y a l'émergence de tous les parcours personnalisés. Chaque salarié maintenant va pouvoir préparer des blocs de compétences. Par exemple, le CQP, EVS ou CVS de notre branche, il y a un travail qui a été encore fait la semaine dernière de relecture et de découpage pour permettre de créer des blocs de compétences afin de rendre les formations plus légères, éviter d'envoyer un salarié en formation sur 4 ou 5 semaines parce que des fois c'est compliqué dans un établissement quand ils partent, mais de leur faire valider seulement des blocs de compétences. Donc là aussi, ces parcours personnalisés, nous allons les financer et ça sera aussi financé par capital compétences.
Ça nécessite aussi, pour pouvoir suivre cette mise en place de parcours très personnalisé, la mise en place d'une plateforme qui va être ouverte prochainement et qui va répondre, j'en suis certaine, aux besoins des établissements. Donc, normalement, en octobre, ça sera disponible pour tout le monde. Elle va permettre à chacun d'identifier tous les besoins, d'exprimer les besoins de formation et de rendre surtout beaucoup plus simple tout ce qui est inscription pour les formations. Et je pense que tant les établissements que les salariés, tout le monde va pouvoir beaucoup plus facilement avancer sur tout ce qui est parcours de formation parce qu'on va donner une grande visibilité avec cette nouvelle plateforme. Oui, l'idée est de vous accompagner dans un monde qui se complexifie. Hein. Nous, en règle générale, on nous dit c'est bien gentil vos grands discours, mais moi, je ne sais pas où envoyer les salariés en formation. Hein, là aussi, je suis caricatural, pardonnez-moi. Je n'y comprends rien en termes de prise en charge et de support. Vous me parlez de PP, de ProA, enfin le PP qui se transforme en ProA, l'inventaire, le CPF, un abondement, etc. Donc là, l'idée est de simplifier au maximum la démarche administrative, comme l'indiquait Michel Coirier, et d'accompagner sur l'expression d'un besoin. Et là, le point positif malgré tout de la réforme, et merci de l'avoir dit comme cela, on rentre dans quelque chose de plus personnalisé et donc quelque chose de plus allégé. Le CQP qui a une formation de 200 heures, des titres à 300 ou 400 heures, compliqué. Par contre, si vous isolez un bloc de compétences qui correspond à un besoin identifié. Vous êtes adjoint, vous avez besoin, je ne sais pas, de compétences en termes de communication ou sur de la gestion, je ne sais pas, on peut tout imaginer. Vous n'irez que sur ce bloc de compétences et vous ne serez pas contraint de partir en formation 200 heures sur un bloc global et sur une formation globale. Mais encore faut-il que vous identifiez votre besoin, c'est-à-dire ce sur quoi je dois être formé. Et ça, c'est tout le sens des solutions qu'on est en train de développer au sein d'Isidore. Dans la partie Easy RH, vous voyez la nouvelle ergonomie d'Isidore qui sera mise en ligne dès le mois de septembre. Et dans cette partie, je ne sais pas si on voit ma flèche. Sur la partie Easy RH, on a distribué Easy RH en 3 pôles: administration du personnel, relations sociales. Et là, vous avez vu le webinaire pour certains d'entre vous, s'agissant du CSE, donc élection du CSE, et bientôt rédaction du règlement intérieur. Et un troisième pôle qui est la gestion des compétences et de la formation, qui permettra, pardonnez-moi d'être rapide, mais à partir d'une cartographie d'emploi, de déterminer des fiches de poste, etc. Ça, c'est un préalable au travail qu'on doit mener. Appréhender les compétences du salarié au regard du poste qu'il remplit et identifier les compétences sur lesquelles il a besoin d'un appui formatif. Et c'est là où on fait un peu la pirouette en disant, bon, on exprime au plus près le besoin pour que, gros mot, on fasse un positionnement en lien avec l'organisme de formation qui va avoir et bénéficier de l'outil Easy RH, qui va devenir un outil utilisable par l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle, salariés, employeurs et organismes de formation, ainsi que l'OPCO, pour planifier, déterminer, préparer un départ en formation. Donc ça, c'est tout le sens de l'action d'Easy RH et de l'ouverture d'une application pour les salariés. C'est comment je détermine au final mon besoin et donc mon parcours personnalisé. Et c'est là où on va intégrer les catalogues qui sont aujourd'hui propriété d'Opcalia,
Donc on est en train de paramétrer, enfin je dis on, notre responsable des systèmes d'information qui travaille techniquement pour que vous ayez une fluidité au regard du besoin, que derrière il y ait une action de formation qui vous soit proposée, là je parle au chef d'établissement et de la même façon pour les salariés, qui vous soit proposée au regard du mot-clé qui sortira, au regard du besoin de compétences qui sortira, et ce qui permettra de, comme disait Michel, hein, d'éviter les doubles saisines, les problématiques de gestion administrative, etc., etc. Donc, courte durée, action collective, action en réseau. Plutôt longue durée, là on va sans doute basculer sur un système de CPF, hein, compte personnel formation, pour identifier le besoin qui sera déterminé, puisque c'est là aussi un des éléments clés de la réforme, hein, qui sera articulé et défini dans le cadre de l'entretien professionnel qui a subi un peu de variation par rapport à ce qu'on connaissait depuis 2014. Alors, on ne va pas dire trop de choses sur les entretiens professionnels. Donc, effectivement, c'est dans la suite logique du 5 mars 2014 qui crée donc ce nouveau dispositif. Alors, ceux-ci doivent désormais comporter toutes les informations suivantes. L'activation par le salarié de son CPF, c'est à vérifier si le salarié l'a bien fait. C'est obligatoire dans nos établissements d'accompagner chacun des salariés pour l'ouverture de ce compte. Aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer s'il ne respecte pas la législation, et au conseil en évolution professionnelle, parce que ça fait partie maintenant, et ça c'est un des éléments importants, des entretiens professionnels. Donc attention, l'année 2020, on arrive au bilan ou à la fin des 6 années, et c'est là où on pourrait avoir peut-être des pénalités pour certains établissements qui n'ont pas respecté les entretiens professionnels ou le travail à faire sur les 6 années. Voilà. Je reviens sur EasyRH, il y a un module de suivi. Alors là, il faudrait rentrer dans le détail de la plateforme, un module de suivi des entretiens professionnels, et donc d'avoir des données natives. Vous récupérez vos données de paye, vous remplissez en direct et dans la matrice l'ensemble des grilles que vous connaissez, grilles papier, en PDF soi-disant intelligent, voilà, je laisse la paternité de l'intelligence à ceux qui l'utilisent, pour l'avoir fait plus ou moins intelligent. En tout cas, là, ça sera une plateforme qui vous permettra d'éviter les doubles saisines, de basculer dans la logique du catalogue tel qu'on l'indiquait tout à l'heure. On passe aux questions, on répond aux questions. Alors moi, j'en vois une, la toute première que je vois, c'est quelle démarche suivre pour recruter un contrat de professionnalisation? La personne qui a posé cette question-là, c'est à la fois facile et un petit peu long à expliquer, donc je ne vais pas m'étendre. Il faut être centre de formation, et puis ensuite, dès qu'on est centre de formation et fait la déclaration à la directe, il suffit d'un premier contrat et on démarre. Donc voilà, l'établissement qui a posé la question pourrait s'identifier, et puis ça serait plus simple, on répondra plus largement. Après, on nous pose la question sur les actions collectives je suppose, c'est les établissements de plus de 50 et moins de 50 sur catalogue OPCA, puis OPCO, les actions en réseau, plus pour une formation personnalisée. Alors, un lycée seul peut-il déterminer un besoin de formation sans passer par le collectif, sachant qu'il cotise pour 0,1%? Non. Un établissement de plus de 50, même s'il cotise, il n'a plus rien, ne reçoit plus rien. La seule chose dont il peut bénéficier, c'est action en réseau, donc travailler avec d'autres établissements, et tout ce qui est action collective. Et effectivement, à ce moment-là, le salarié de l'établissement va bien suivre une formation, mais dans une formation qu'il va avoir choisie dans le catalogue ou de la branche ou OPCA. Après, l'outil peut déterminer, hein, peut-être qu'il y a cette question-là qui est sous-tendue, l'outil peut vous aider à déterminer un besoin et donc identifier des actions qui ne seront pas financées sur le collectif si vous ne participez pas à leur financement. C'est pour être très simple. Donc, la loi est très claire, c'est-à-dire entreprise de plus de 50
vous ne bénéficiez pas de lignes budgétaires sur le plan de développement des compétences, bien que vous cotisiez. On revient au début de l'intervention, et donc il faut trouver d'autres systèmes. Est-ce que c'est du conventionnel? Et donc dans ce cas-là, ceux qui cotisent bénéficient du service, ceux qui ne cotisent pas bénéficient pas du service. On a une autre question sur le contrat de pro. Oui, alors il y a une autre question sur le contrat de pro. Quel est le montant de prise en charge lorsqu'un EGEC emploie un contrat de professionnalisation? Alors, la moyenne de prise en charge des contrats de pro est de 9,15. Je n'ai plus en tête le montant, il me semble que c'était 18. C'est 15 et 24. 15. Cette année, c'est 15 et 24. Ouais, mais là, pour l'année prochaine, on ne sait pas. Ouais. Donc là, le 9,15, c'est la moyenne. Taux légal. 15 €, c'est le taux 2019 Opcalia. Et 24 €, c'est le taux 2019 Opcalia pour les priorités de branche. Donc les titres et les CQP. Avec en plus, là aussi, dans les modèles économiques, on peut envisager peut-être de formaliser ou de standardiser le coût contrat au final. Hein, ça, ce sont des petits outils qu'on peut mettre à votre disposition pour, en gros, déterminer le reste à charge. Il y a un autre système dans les contrats de professionnalisation. Certains d'entre vous en ont parlé dans vos questions. Dans leurs questions, il y a un système de Prodiat, un contrat de professionnalisation un peu haute couture et un peu moins standardisé, c'est-à-dire qu'on détermine, c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, un besoin spécifique. Donc un organisme de formation peut être sollicité pour déterminer un besoin particulier et on va aller chercher des formations et donc des blocs de compétences dans plusieurs organismes de formation. Et là, la prise en charge est à 18 €. Alors ça, c'est très intéressant pour les petits établissements. C'est vrai que dans les petits établissements, on a souvent besoin d'un personnel qui est multifonction, multitâche. Voilà. Et on peut très bien demander à quelqu'un de faire une partie de formation de surveillance, un bloc de compétences dans l'informatique, un bloc de compétences dans l'accueil. Dans une école, ça peut être un bon deal, j'ai envie de dire. Effectivement, alors Prodiat, c'est une forme de contrat de professionnalisation. Alors attention, il y a la limite d'âge pour la personne que l'on recrute. Nous avons des questions sur le catalogue. Alors c'est bien, ce catalogue-là apparaît comme étant intéressant, sur des questions relatives au personnel de nettoyage, la gestion des produits ou sur les règles d'hygiène. Il y a dans le catalogue une thématique sur le HACCP, mais ce qui est pas peut-être ne répond pas à vos besoins de proximité. Donc ça fait partie des sujets restauration et entretien sur lesquels on souhaite développer le catalogue action collective. Donc n'hésitez pas à identifier un besoin. On a pris contact aussi avec des organismes de formation pour travailler autour d'une expression de besoin sur les gestes et postures, peut-être pas financés directement par les fonds de la formation professionnelle, peut-être à nous d'inventer aussi là, en temps de pénurie, des solutions. Donc ça, c'est dans le viseur et à nous de faire vivre le catalogue, mais en tout cas, c'était une de nos priorités de l'année. Alors c'est vrai que tous les ans, c'est au mois d'octobre que l'ACPN détermine quelles seront les nouvelles actions collectives. Donc cette idée pour les personnels d'entretien d'action collective, ça peut être une excellente idée. Donc, mais là encore, c'est-à-dire que un besoin particulier, il faut que nous, au niveau de la branche, pour utiliser des fonds mutualisés et donc collectifs, au niveau national, il faut identifier des besoins correspondant à des besoins de plusieurs établissements. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de vous avoir en direct pour pouvoir construire quelque chose de plus collectif. Et c'est là où effectivement, on optimise les budgets. Alors, je vois une question encore. La limite d'âge pour les contrats pro, c'est comme pour l'apprentissage, c'est 30 ans. Il y a une question que personne ne nous pose, c'est tout ce qui concerne le financement des logiciels liés à Plon, tous ces types de logiciels. Alors, la CPN avait pris une décision l'année dernière au mois d'avril de cesser de financer tous les logiciels professionnels en dehors du légal, c'est-à-dire qu'un petit établissement qui bénéficie de 3 000 € de légal, il peut mettre les 3 000 € sur la formation pour les logiciels de type Aplomb.
mais on ne finance plus tout le reste, tout ce qui dépasse, quelles que soient les demandes qui peuvent être faites, étant donné que l'argent de la formation ne peut pas aller que vers du financement de logiciels. Et pour tout ce qui est logiciel, Microsoft, j'ai envie de dire, Excel, Word, traitement de texte, enfin tout ce qu'on... Il y a des actions collectives qui coûtent nettement moins cher. Donc, je pense qu'il faut essayer d'utiliser cela au maximum. On a peut-être une ou deux dernières questions. Je vois une question sur le CAP Petite Enfance pour une ASEP qui souhaite préparer celui-ci. Est-ce qu'il y a des prises en charge? Il y a de la PROA et le et puis le CAP Petite Enfance, c'est une des formations qui a été le plus financée dans notre branche, enfin une des formations les plus financées dans notre branche l'année dernière. Hein. Tout à fait. Donc là, il y a du financement parce qu'en plus, c'est quelque chose qui est certifiant. Donc voilà, il y a des financements pour le CAP Petite Enfance. Nombreux. Donc là, c'est compte personnel de formation. Donc là, il faut, donc là encore une fois, hein, sollicitez-nous, on prendra en charge cette demande. Il y a bien sûr Préalia qui répond à ces questions-là. Il y a Capital Compétences. CPF, compte personnel de formation. Là, il y a un budget, éventuellement de l'abondement d'employeurs hein, pour accompagner ce besoin-là. La PROA, c'est-à-dire un système de professionnalisation, d'alternance qui peut être mobilisé, ou autrement le plan de formation. Mais on a vu que ce plan de formation, devenu de développement de compétences, est un peu réduit. Il y a peut-être une incompréhension, n'a peut-être pas été très claire quand on parle de plan de développement de compétences, ce terme-là a deux acceptions. C'est le budget, plan de développement de compétences, qu'on appelle plan de formation, mais aussi le plan de développement de compétences que vous présentez à votre CSE. Alors c'est là où il y a un peu de... et donc on me dit, mais pourquoi on utilise le plan de développement des compétences pour les moins de 50, alors que plan de développement de compétences, ça peut être le plan de formation présenté au comité social et économique. Le mot terme plan de formation n'existe plus en fait. On ne doit plus parler de plan de formation. Et on parle maintenant de plan de développement des compétences. Et dans la loi, on ne parle plus de plan de formation. Donc, du coup, lorsqu'on a parlé de plan de développement des compétences, il s'agissait du budget. Hein, il faut que vous alliez voir la diapo un peu compliquée de réaffectation des résultats. Je crois que c'est terminé, donc nous devons rendre l'antenne à Paris. Merci beaucoup, Michel. Merci, Jean-René. Et rendez-vous à très bientôt. Au revoir. Au revoir.